Philippi. Voilà, donc je remettrai l'écharpe en fin de séance. Et donc maintenant, mes chers collègues, donc, il vous a été annoncé aujourd'hui une nouveauté qui est la traduction de notre conseil d'arrondissement en langue des signes. Donc ça, c'est une nouveauté que j'annonce à partir de cette séance. Et je donne la parole à Enzo Branca pour l'appel. Monsieur Amico Patrick. Monsieur Aspinas Gilles. Monsieur Barle Sébastien, présenté par Zoubida Megheni. Madame Bécard Leïla. Monsieur Bonnier Loïc. Madame Bordet Isabelle. Monsieur Branca Enzo, présent. Monsieur Kahn Philippe. Excusez. Madame Chaboche Mathilde. Monsieur Cochet Jean-Pierre. Madame Fréchel Agnès. Madame Garino Audrey, qui est représentée. Madame Grigelevich Eva. Madame Gedjali Aïcha. Madame Laurence Chloé. Monsieur Lardit Laurent. Madame Librecht Marilyn. Monsieur Manchinelli Giampiero. Madame Megheni Zoubida. Monsieur Mémin Nicolas. Monsieur Pelicani Christian. Monsieur Rifad Younes, représenté par Leïla Bécard. C'est bon. Madame Roche Virginie. Madame Rolbert Monique. Monsieur Sauret Julien. Monsieur Tabag Étienne. Madame Bernasconi Sabine. Madame Philippi Céline. Monsieur Gargani Alain. Monsieur Ligori Vincent. Madame Malosa Irène. Madame Parodi Clémence. Merci, monsieur Branca. Je dois maintenant faire apprendre, si vous le souhaitez, le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 4 En tout cas, moi, je vous avais promis un retour sur le budget de la ville et de ce qui concerne aussi notre secteur. Donc, j'ai préparé un petit exposé très court, ça fait 5 diapositives et le document, je pense, est en train de circuler parce que ça ne va pas être facile de lire à l'écran. Et puis, il y aura une petite vidéo de Monsieur Philippe Kahn parce qu'il avait vraiment un engagement personnel et familial dont il ne pouvait pas s'extraire aujourd'hui. Or, il a travaillé depuis des mois à la délibération sur les parcs et jardins.
Et donc, il tenait vraiment à faire cette information par vidéo. Ensuite, évidemment, c'est moi qui la présenterai, qui serai rapporteur au cours de la séance. Voilà pour ces petits préalables de séance. J'enchaîne, si vous le voulez bien, sur le budget. Donc, simplement pour vous dire que c'est le point essentiel à l'ordre du jour du conseil municipal de vendredi. Conseil municipal d'ailleurs qui est en incertitude sur la possibilité de se tenir en présentiel ou en visio d'après les alertes sanitaires que nous avons dans toute la France. Mais en tout cas, le point essentiel est ce budget. Alors, pour vous faire un retour comme prévu, voici la situation. D'abord, bien évidemment, nous avons trouvé, et je pense que toute nouvelle majorité aurait trouvé, une situation d'urgence. Nous avons été mobilisés sur 3 thématiques. La crise sanitaire, mobilisation des marins-pompiers, distribution de centaines de milliers de masques. Nous en sommes aujourd'hui à 4 centres publics de vaccination, dont le Vélodrome. Il y aura 30 000 personnes vaccinées à la fin du mois de mars. L'objectif est de passer à 4 000 personnes vaccinées par jour. Et si je vous en parle, c'est qu'il y a un budget de 14 millions d'euros prévu au budget 2021, qui est pour toutes les dépenses de nettoyage, d'équipement et de secours. À cette séance du 2 avril, nous voterons la convention donc au conseil municipal avec l'OM pour la mise à disposition du Vélodrome pour le vaccinodrome. Ça se formalise par une convention. Et il y aura la contribution de la ville au plan de modernisation de la PHM, 25 millions d'euros, soit 5 millions d'euros par an. Donc ça a un impact budgétaire également. Ensuite, nous avons appliqué nos 2 priorités. Dans les écoles, je peux vous donner le chiffre de 21 millions d'euros de dépenses d'entretien en 2020. C'est presque 2 fois et demi ou 3 fois plus que la moyenne de ce qui était pratiqué les années auparavant. Enfin, sur le logement indigne, on a déclenché immédiatement les travaux d'office, 2 millions d'euros dans l'immédiat, 5 millions d'euros dans le budget 2021, et on opère un suivi du relogement des personnes évacuées. Ça, c'est la situation, je dirais, actuelle. Le 2 avril 2021 sera voté donc le premier budget de la nouvelle majorité. Donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais voici les points essentiels. D'abord, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ça, c'est très clair. Ensuite, il va y avoir une hausse des dépenses réelles, c'est-à-dire celles qui sont programmées, identifiées, indépendamment des mouvements comptables. 1,5 milliard en 2021 contre 1,486 milliard d'euros en 2020, plus 2,6%. En fait, qu'est-ce qui se passe? On le verra tout à l'heure sur notre propre compte d'exécution. On a vécu tous une année 2020 particulière où tout s'est ralenti, les élections, la Covid, le contexte économique. Et bien évidemment, l'enjeu aujourd'hui, il est de programmer des investissements qui repartiraient à la hausse. Donc, les programmes d'entretien annuels récurrents qui concernent notre mairie de secteur, entre autres, quand on a besoin d'entretenir nos équipements d'ailleurs, seront de 37,8 millions d'euros en 2021 contre 34,3 en 2020. Et pour les investissements programmés, ils seront de 216 millions d'euros en 2021 contre 195 millions d'euros en 2020. Nous appliquerons toujours les priorités école et logement, des moyens renforcés pour la culture, la police municipale avec les recrutements en cours et les marins-pompiers, la modernisation de l'éclairage pour réduire les factures d'électricité et des moyens pour les budgets participatifs. Une ligne de 1,5 million d'euros est prévue pour pouvoir commencer ce chantier que nous avons promis dans notre programme. L'encours de la dette, il devrait rester stable. Une restructuration de la dette est en cours et a déjà été faite et les frais financiers baisseront de 6 millions d'euros en 2021. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce budget initial, il sera modifié en cours d'année pour tenir compte du plan de relance, des cofinancements en cours de négociation. Donc, ce qui sera voté le 2 avril est une première base et il est probable que dans les mois à venir, il soit modifié de manière conséquente
en fonction des accords trouvés avec des cofinanceurs. Sur le premier secteur, bien évidemment, la mairie de secteur est associée au budget de la mairie centrale. Elle est aussi consultée sur ses propres équipements, mais sur l'ensemble des projets inscrits au budget. Donc, dans le premier secteur, les programmes d'entretien annuels vont passer à 1,2 million d'euros en 2021. C'est une augmentation de 11%. Donc, en fait, toutes nos demandes sur nos équipements de mairie de secteur, en espace vert, en équipements sportifs, en centre d'animation, ont été prises en compte pour cette année 2021. Sur les investissements programmés dans notre secteur, donc qui concernent pas seulement la mairie de secteur, mais les investissements de la mairie centrale aussi, on était en hausse d'investissements programmés de 25%, avec quelques points clés. Toujours ce programme de modernisation de l'éclairage public qui en fait concerne tous les secteurs quasiment. La confirmation enfin budgétisée de la nouvelle école des abeilles. La réhabilitation de la bibliothèque de l'Alcazar. On va en parler tout à l'heure. C'est déjà une modification du budget, mais on est en train de chiffrer la réfection complète du théâtre du gymnase, qui va donc impacter les investissements à l'avenir, et des travaux sur l'anse de la plage des Catalans. Et donc, pour finir, vous avez la liste des opérations d'investissement, je dirais les plus importantes, ce n'est pas exhaustive, dans le premier et dans le 7e. Donc, je ne vais pas la détailler pour ne pas prendre trop de temps, mais je vous ai cité quelques dépenses et investissements importants. Je voudrais vous signaler aussi l'achat du terrain pour l'agrandissement de l'école Chabanon. C'est une école qui est située dans le 6-8, mais les écoliers sont de Noailles, donc c'est important de le noter. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur ce budget, et vous verrez ensuite que nous allons évoquer certains sujets beaucoup plus dans le détail à propos des délibérations qui vous sont présentées. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut passer à la vidéo de Monsieur Kahn ? Je vais couper mon micro. Madame la maire, chers collègues, nous sommes ici sur le square Berthier-Albrecht. Berthier-Albrecht, c'est ce petit square qui se trouve au pied de l'abbaye Saint-Victor. C'est un espace magnifique. L'ouverture et la fermeture de ce petit jardin, comme beaucoup de petits jardins gérés par la mairie du premier secteur, est aujourd'hui confiée soit à des associations qui ouvrent et qui ferment le parc en fonction de leurs besoins, soit à des particuliers qui l'ouvrent et qui le ferment en fonction de leur disponibilité. Cette solution n'est pas acceptable. Elle ne permet pas à tous de profiter pleinement de cet espace public. Alors que cette crise sanitaire impacte tous les citoyens, tous les Marseillaises, tous les Marseillais, il est absolument fondamental qu'ils puissent tous avoir accès à l'espace public que constituent ces parcs et jardins. Cette mesure sera accompagnée par un renforcement de notre brigade avec l'accueil de 4 vacataires qui vont, en plus de l'ouverture et de la fermeture, assurer un nettoyage complémentaire de ces espaces verts. C'est pourquoi je vous demande de voter favorablement cette délibération qui va permettre donc à tous nos parcs et jardins d'être ouverts 7 jours sur 7, tous les matins à 9 h et d'être fermés tous les soirs à 20 h en été et à 19 h en hiver. Je vous remercie. Voilà, c'est court, mais c'est pour... Et donc, nous vous diffusons cette vidéo à titre d'information en introduction, et bien évidemment, nous en rediscuterons lors du vote de la délibération tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, oui, Madame Parodi.
D'abord, je vous souhaite un bon rétablissement. Je suis désolée merci de votre beaucoup accident. Et merci à vous tous hier pour votre réaction prompte à intervenir. Merci. Alors, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, bon, ça va peut-être vous choquer, mais moi, il me semble important de revenir aujourd'hui sur le scandale qui place encore une fois tristement Marseille en tête d'affiche, le carnaval de la Plaine. Déclaré comme, je cite, militant et politique, qui s'est tenu le 21 mars dernier en passant par notre secteur de Noailles et sur la Canebière. Ne nous y trompons pas, les couleurs vives, les licornes et déguisements en tout genre n'avaient rien de bon enfant, cette année encore, plus que les autres. Déjà brûler l'effigie de Jean-Claude Gaudin, premier magistrat de la ville, était une provocation digne des militants d'extrême gauche, toujours promptes aux pires infamies et de ce qui nous n'attendions rien de bon. Mais cette année, toutes les limites ont été dépassées. Face aux dégradations de caméras, de vidéosurveillance, aux attaques des forces de l'ordre et aux pancartes ACAB, jusqu'à là, l'ADN de la gauche qui vous a élu est identifiable. Mais quand nous voyons les dégradations des jeux pour les enfants entièrement neufs, ou encore le lieu de mémoire du drame de la rue d'Aubagne, souillé par de l'urine, je suis indignée que la police n'ait pas eu l'ordre de disperser ce rassemblement immédiatement et d'employer tous les moyens nécessaires pour l'empêcher. Qu'il ne se tienne en arrêtant et faisant condamner les auteurs des faits. L'illégalité de la manifestation non déclarée à la préfecture n'a pas empêché des milliers de personnes de se réunir dans le contexte sanitaire que nous connaissons. L'ensemble du corps médical, militaire, BM, PM, économique, politique, se bat depuis des mois, 1 an maintenant, afin de maintenir la situation sanitaire la plus stable possible. Et voici que la gauche, par conviction libertaire, nous pousse au liberticide. Ils voulaient de la liberté, ils voulaient s'amuser. Ils ont condamné des centaines de milliers de personnes à la peur d'un reconfinement imminent. Bravo. Alors je vous demande clairement, notre secteur, épicentre de ce navrant spectacle, est-il complice de ce scandale, Madame le maire? Comme l'affirme la presse, des élus ou des membres de votre cabinet étaient-ils présents à cette manifestation? J'ai entendu Monsieur le maire Benoît Payan condamner fermement ces agissements. J'ai entendu également que la ville s'est constituée partie civile face aux délinquants qui ont été arrêtés. J'attends de sa part et de la vôtre, Madame le maire, l'exemplarité politique face à l'irresponsabilité de ceux qui auraient participé au carnaval interdit. Vous devez exclure les élus qui ont commis la faute grave de penser que leur mandat est un jeu et le militantisme son terrain. Un élu doit être exemplaire et prendre des responsabilités face aux conséquences politiques que ses faits et gestes engagent. Merci, Madame le maire. Merci, Madame Parodi. Du coup, votre intervention appelle forcément une réponse de ma part. Tout d'abord, moi, je voudrais vous dire que ce jour-là, j'ai eu 2 colères. La première colère, c'était de constater que ce carnaval était complètement débordé tout au long de l'après-midi et qu'on commençait effectivement à voir le non-respect des consignes sanitaires, ainsi que des incidents en fin de soirée qui étaient absolument graves. Et bien évidemment, là où je ne vous suis pas, c'est que les forces de l'ordre ont fait leur travail puisqu'ils ont interpellé et sont intervenus effectivement à la fin de cette manifestation. Ça, c'était ma première colère parce que effectivement, ça ne donnait pas une bonne image et ça allait encore retomber sur l'image de notre ville. La deuxième colère, ça a été l'exploitation politicienne en fait de l'événement, qui consistait presque à criminaliser, en fait, comme un peu vous venez de le faire, le printemps marseillais et les élus de la majorité, alors que je vous renvoie quand même, puisque vous parlez de la Plaine, aux inscriptions qu'on peut peut-être encore voir à la Plaine et qui disent « État fasciste, mairie complice ». Alors, si vous voulez, je veux bien qu'on parle de nos amis, mais en l'occurrence, je ne suis pas sûre qu'ils soient très solidaires de la mairie en place, ceux qui ont fait ça. Donc, après
ici, on n'est pas un tribunal. S'il y a des preuves, qu'on les dise. Si certains veulent déposer des plaintes, qu'ils les déposent. Mais moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu parce que je le trouve tout simplement décalé et pas à la hauteur de la situation. Voilà. Donc je pense qu'on a tout à fait joué notre rôle. Les forces de l'ordre, je pense que ce n'est pas moi qui donne des ordres à la police. Et en tout cas, il est évident, et ça a été expliqué, qu'elles ne pouvaient pas, de toute façon, face à 2000, peut-être 3000 personnes, intervenir pendant le défilé, et que bien évidemment, elles sont intervenues au moment où il y a eu des dégradations et des incidents. Donc moi, je n'en dirai pas plus, et surtout, je suis vraiment très peinée de la manière dont ça a tourné. La situation qu'on trouve aujourd'hui, c'est une situation sanitaire complètement dégradée dans tout le pays. Les relevés des eaux usées des marins-pompiers font apparaître des zones rouges dans différents quartiers de la ville. On s'apprête probablement à être confinés. Je pense qu'effectivement, il est plus que jamais temps de rappeler avec solennité à quel point on n'est pas sorti de la crise sanitaire, à quel point aussi on s'aperçoit que toute notre population, elle sort, elle est dehors, devant des bars, devant des restaurants, à la plage. Et on sent bien qu'effectivement, ça devient très difficile pour tous. Et ça, je pense qu'on le sait. Maintenant, voilà, je pense qu'on doit rappeler les consignes sanitaires. Je pense qu'on doit rester solennel dans cette situation et ne pas faire plus d'exploitation politicienne que ça de cet événement. En tout cas, c'est mon souhait et c'est ma réponse. Merci. Je passe à l'ordre du jour. Donc pour la commission Vie dans la ville, nous allons parler des écoles et le rapport numéro 1 est rapporté par M. Julien Sauré. Bonjour à toutes et toutes. Alors, le premier rapport vous propose de voter une subvention de 220 000 € à l'association Vacances Tourisme Loisirs Léo Lagrange pour son équipement sur l'île du Frioul afin d'y mener des actions sociales pour les jeunes. Nous connaissons bien cette fédération d'éducation populaire Léo Lagrange qui est assez importante pour la ville de Marseille. C'est une association historique qui avait d'ailleurs commencé son histoire dans les années 50 avec les clubs Léo qui étaient déjà des clubs d'accueil jeunesse pour les vacances. La fédération compte parmi ses associations Vacances Tourisme Loisirs qui a un centre d'activité et d'hébergement sur notre secteur, sur l'île du Frioul. La subvention de 220 000 € doit permettre à ce centre de proposer aux jeunes Marseillais diverses animations socio-éducatives conçues pour créer du lien social, sensibiliser à l'environnement, à l'éco-citoyenneté et découvrir des activités nautiques. On est là dans le cadre des activités d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement et de découverte de nos quartiers et sur une installation qui a un rôle absolument fondamental pour le premier secteur. Donc je vous invite à voter effectivement ce rapport numéro 1. Merci Monsieur Sauré. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Madame Paroudy. Le rapport, l'avis favorable est adopté. Le rapport numéro 2, Monsieur Sauré. Oui, le rapport numéro 2 porte sur une allocation de budget d'1 million d'euros pour des travaux d'adaptation sur des ouvertures de classes sur l'ensemble de la ville de Marseille. Chaque année, l'Éducation nationale nous indique les ouvertures de nouvelles classes dans nos écoles maternelles et élémentaires. Cela demande forcément parfois des adaptations et des travaux. Et là, nous est proposé d'affecter 1 million d'euros pour ces travaux. Sur ce rapport, comme sur les 3 suivants, je soulignerai la volonté de la mairie de Marseille d'aller chercher des financements auprès d'autres collectivités. Et je rappellerai effectivement, vous l'avez peut-être noté, que lors de la rencontre de monsieur le maire de Marseille et du président de la République, l'école a été au cœur du discours du maire de Marseille et qu'il est aujourd'hui pour nous un devoir que des collectivités autres, et notamment là, en l'occurrence l'État, aident la ville de Marseille à rattraper le retard énorme qu'il y a sur le plan des écoles publiques de notre ville. Donc, je vous propose de voter pour ce rapport numéro 2. Je prends des questions, des interventions s'il y en a. Non. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions?
Donc, unanimité, avis unanime favorable sur ce rapport. Le rapport numéro 3, Monsieur Sauré. Madame la maire, avant d'aborder les 3 prochains rapports, je tenais quand même à rappeler quelques éléments sur la situation de notre politique des écoles publiques à Marseille. Je ne m'attarderai pas sur effectivement le fait que nous avons rencontré une situation catastrophique à notre arrivée aux responsabilités, pire peut-être que ce que nous imaginions. Nous le savions depuis 2016 avec l'article de Libération sur les écoles publiques honte de la République à Marseille, un abandon du personnel, un sous-investissement dans le bâti et dans les équipements, la désorganisation et l'abandon des services administratifs, la non prise en compte des inégalités entre les quartiers nord et les quartiers sud de la ville. Mais nous agissons et nous avons entamé depuis l'été et la rentrée de septembre un grand nombre d'actions sur les écoles publiques à Marseille. Malgré le fait que nous rencontrons évidemment aujourd'hui une situation Covid tout à fait exceptionnelle, que nous affrontons chaque jour une pandémie mondiale et avec comme objectif de garder nos écoles publiques ouvertes, des consignes imposées par le ministère de l'Éducation nationale qui posent des problèmes très importants à notre personnel, notamment durant le temps cantine. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable de ces agents dans toutes les écoles de la ville de Marseille et plus particulièrement dans notre secteur. Nous gérons en premier lieu, et un des rapports sur la sécurisation des abords de l'école va vous être présenté, une situation extrêmement dégradée sur les questions de bâti. La mairie centrale avait déjà voté au mois de juillet, dans son budget rectificatif, plus de 30 millions supplémentaires. Ça a été d'ailleurs évoqué par Madame la maire dans sa présentation du budget, sur des travaux en fait, qui sont liés à la sécurité, la sûreté et la sécurisation de l'ensemble des écoles. Fin juillet, à peine 20% des problèmes de criticité numéro 1, issus de l'audit qui est dorénavant mis en open data et disponible à tous, avaient été réalisés. Nous sommes aujourd'hui à plus de 65% de ces problèmes de criticité 1 traités, et on devrait être à plus de 80% à la fin de l'année. Notre politique, c'est aussi de recruter. Plus de 300 agents ont déjà été recrutés dans les écoles. Une augmentation d'un certain nombre de contrats, à peu près 150, qui équivalent à 150 contrats pleins, ont été faits. Et plusieurs rapports vont vous montrer aussi à quel point nous préparons l'avenir. Nous avons lancé depuis janvier une vaste concertation pour la refondation de l'école publique à Marseille. La première phase de cette concertation sur le diagnostic est en cours et va s'achever. Nous serons d'ailleurs avec Madame la maire demain en mairie pour clore cette première phase du diagnostic avant de lancer des propositions sur la refondation de l'école et de les mettre en application dès la rentrée de septembre 2021. Nous préparons l'avenir, c'est aussi, vous allez le voir, le rattrapage sur les moyens pédagogiques. Nous avions voté il y a quelque temps la mise en place d'un groupe de travail et de concertation sur les moyens pédagogiques. Et là, la proposition vous sera faite d'allouer une somme de 8 millions d'euros sur l'installation de nouveaux vidéoprojecteurs dans l'ensemble des classes d'élémentaire de la ville de Marseille et dans toutes les écoles maternelles. Cette approche de la concertation, elle est fondamentale pour nous parce qu'elle permet de dégager des perspectives et ensuite de mener des politiques publiques. Tous nos représentants dans les écoles sont salués par les directeurs, par les parents d'élèves, par les agents municipaux qui voient notre investissement depuis le début de ce mandat. Et je tiens à les remercier, ces représentants, mais aussi le personnel, et surtout le personnel de l'Éducation nationale, mais aussi les parents d'élèves avec qui nous travaillons chaque jour dans l'ensemble des écoles du premier secteur. La jeunesse est au cœur de notre action et les petits et petites Marseillais sont notre priorité. Et c'est pour ça que je vais vous présenter 3 rapports. Le rapport numéro 3 porte sur une allocation de 800 000 euros pour la sécurisation des entrées d'école. On s'est aperçu que dans l'ensemble de Marseille, nous avions un véritable problème sur ces entrées d'école, sur des murs qui étaient trop faibles, sur un manque
assez criant d'interphones à l'entrée des écoles, sur des écoles qui parfois, dans lesquelles on pouvait escalader très facilement en fait, parce qu'il n'y avait plus les grillages, que les grillages étaient troués. Donc 800 000 euros seront alloués pour finir de sécuriser, puisque ça a déjà largement commencé depuis l'été dernier, ces entrées d'école. On notera aussi la volonté d'aller chercher des investissements, de l'argent auprès d'autres collectivités, par exemple du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc je vous demande de voter favorablement pour le rapport numéro 3. Merci, Monsieur Sauret. Je passe au vote sauf s'il y a des questions ou des interventions. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Sur le 3. Sur le 4, Monsieur Sauret. Donc le rapport numéro 4 porte donc sur une allocation de budget de 8 millions d'euros pour des vidéoprojecteurs dans l'ensemble des classes d'élémentaire et un vidéoprojecteur par école maternelle. Les collèges et les lycéens ont connu la révolution numérique du vidéoprojecteur vers 2009-2010, tout comme certaines écoles de grandes métropoles comme Paris et Lyon. Il est temps que la ville de Marseille en bénéficie. Nous avions voté donc la création d'un groupe de travail sur les moyens pédagogiques dans lequel ont été associés des représentants des parents d'élèves, des représentants de l'éducation nationale, des membres des services. Et l'un des premiers objectifs qui a été tracé, et des demandes, ça a été cette question de mettre un vidéoprojecteur par classe d'élémentaire et au moins un vidéoprojecteur par école maternelle. Alors, on notera le choix d'un vidéoprojecteur à courte focale, donc qui s'accroche au-dessus du tableau blanc, donc qui permet en plus d'être une forme de TNI sans en être un, et donc de développer des politiques et des offres pédagogiques beaucoup plus innovantes que ce qu'on avait aujourd'hui. Le budget est de 8 millions d'euros. Ça peut paraître conséquent, mais nous avons deux éléments à mettre en avant. Ces vidéoprojecteurs à courte focale coûtent effectivement plus cher, mais surtout, l'installation dans l'ensemble des écoles a un coût assez important. Et c'est pour ça que nous vous demandons donc de voter pour ce rapport numéro 4. Merci, Monsieur Sauret. Y a-t-il des interventions? Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Unanimité. Le rapport numéro 5 porte sur la désimperméabilisation des cours d'école. Nous avions voté la dernière fois la volonté de lancer des études avec la Fondation de l'eau. 10 écoles pilotes sont retenues et le projet porte aujourd'hui sur 800 000 euros. On notera que sur les deux premières écoles, dans le 2-3 et le 4-5, la désimperméabilisation va être financée quasiment à 70-80% par l'agence de l'eau. Donc on est véritablement dans cette volonté d'utiliser toutes les ressources nécessaires extérieures au financement de la ville pour mener à bien nos politiques publiques. Y a-t-il des interventions sur le rapport numéro 5, désimperméabilisation des cours d'école? Y a-t-il des abstentions? Non. Donc avis favorable à l'unanimité. Et on passe au rapport culture avec Madame Fréchel, le numéro 6. Donc, on a d'abord deux rapports techniques. Le premier rapport est un rapport qui signe la fin d'un litige qui date de 1999 entre la société Eiffage et la ville de Marseille. Litige qui porte sur la construction de l'Alcazar. Litige qui est allé jusqu'à la Cour d'État. Il s'agit d'une transaction. Chacun renonce à ses frais de pénalité de retard. Donc c'est réglé, c'est fini et on demande au Conseil d'approuver le fait que ce soit réglé. Voilà, merci pour cette présentation. C'est en effet technique, c'est une transaction. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je ne pense pas. À unanimité. Le rapport numéro 7 sur le théâtre du gymnase. Le théâtre du gymnase, donc comme vous le savez, une partie du théâtre du gymnase est inaccessible. Il s'agit de voter pour l'instant l'étude. La partie des études pour les travaux. Les travaux sont estimés à 14 millions.
Le pourcentage des études est donc de 8%, c'est-à-dire 990 000 euros. C'est un montant qui est affecté et qui ne sera sans doute pas entièrement dépensé. Il s'agit d'un 8% qui est le chiffre habituel que nous affectons aux études dans ce genre de dossier. Merci Madame Fréchel. Alors pour le théâtre du gymnase, donc je représente la ville au conseil d'administration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement les travaux estimés sont très importants. Ils risquent de durer au moins 2 ans. En attendant, l'équipe du gymnase continue à programmer. Donc ils vont programmer des dates aux Bernardines ou à l'Odéon. Et aussi, ils ont beaucoup de programmation prévue hors les murs, on appelle ça, dans des cafés ou dans l'espace public. Évidemment, pas maintenant, dès que possible à la rentrée. En tout cas, c'est une équipe qui tient bon. Ils ont une sorte de chômage technique, mais ils ne sont pas licenciés. Tout le monde les soutient et ils préparent la rentrée culturelle. Voilà ce que je peux dire sur le théâtre du gymnase. Et évidemment, c'est un équipement structurant pour la culture, mais aussi pour le quartier Mazagran, lycée Thiers, puisque effectivement, c'est un équipement clé pour la vie culturelle aussi de ce quartier, évidemment. Voilà. Ils ouvriront leur saison au Théâtre Sylvain. Exact. Ils ouvriront la saison avec les Lettres de Montmoulin, si je me souviens bien, aux Journées du patrimoine. Voilà. Avec Philippe Cobert, c'est ça. Voilà pour le théâtre du gymnase. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Avis unanime de soutien au théâtre du gymnase. Et je passe, je crois que c'est le sport, le 8, Monsieur Mancinelli. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de la première répartition 2021 de subventions aux associations sportives pour un total à Marseille de 351 700 euros. Dans le cadre du premier secteur, nous avons 3 associations dans cette répartition pour un total de 21 500 euros. Et les montants les plus importants est de 15 000 euros pour le club de volleyball de Catalane, pour l'organisation du tournoi annuel de mi-juillet qui est bien reconnu. L'année passée, montant égal a été voté, mais pas reversé, et le tournoi a été annulé à cause du Covid. Et je propose de... C'est fini. Merci. Je propose de l'approuver. Y a-t-il des questions complémentaires? Je regarde. Allez, je passe au vote. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Non. Allez, avis unanime sur ce rapport. Le rapport numéro 9, Madame Fréchel. Je vais présenter ensemble les rapports numéro 9 et numéro 10 qui concernent la deuxième répartition des subventions culturelles. Vous vous rappelez qu'on avait eu une première répartition en décembre. Là, il s'agit de la deuxième répartition qui répartit 8 millions d'euros en totalité. Les axes de la politique culturelle sont visibles, les nouveaux axes de la politique culturelle sont visibles dans ces nouvelles répartitions. Nous conservons bien évidemment notre soutien à tous les équipements culturels structurants du territoire, mais nous essayons d'aider davantage des initiatives qui viennent plutôt du terrain, dans le principe plutôt que du ruissellement, plutôt dans le principe de l'irrigation. C'est-à-dire nous aidons les compagnies, nous aidons les équipes artistiques, nous aidons les organismes d'éducation populaire qui pratiquent de l'art et qui font pratiquer de l'art et qui lient pratique amateur et professionnelle. Vous allez donc avoir dans sa deuxième répartition quelques nouveaux acteurs qui vont entrer en financement. D'autres nouveaux acteurs vont entrer en financement dans la répartition prochaine, de façon plus massive, une fois que le budget aura été voté. Si vous avez des questions sur certains opérateurs, je suis à votre disposition, mais il y en a beaucoup et c'est 8 millions avec des petites subventions, donc je ne vais pas les lister. Voilà. Merci Madame Fréchel. Donc je vais faire passer au vote sur le 9 et le 10, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Alors sur le rapport numéro 9, y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Abstention de Madame Parodi sur le 9. Et sur le 10, y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Abstention aussi de Madame Parodi. Merci. Donc l'avis est favorable sur ces 2 rapports.
Le rapport numéro 11, Madame Roche. Concernant des conventions signées en décembre 2020 pour des associations gérant l'accueil de la petite enfance, il s'agit de mettre aux voix de nouvelles conventions, soit pour des raisons de changement de présidence, soit pour de nouvelles structures. Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Roche. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Avis unanime. Je crois qu'on en est au rapport numéro 12. Et je donne la parole à Monsieur Pellicani pour la charte des pratiques démocratiques en mairie de secteur. Merci Madame la maire, chers collègues. La mairie de Marseille et son adjoint à la démocratie participative, Monsieur Théo Chalande, nous propose d'adopter le lancement d'une démarche de construction collective entre les 8 mairies de secteur de Marseille et la mairie centrale, d'une charte sur les pratiques démocratiques par secteur, 2 secteurs, qui débouchera sur une convention qui sera signée entre la ville et chaque secteur. C'est une politique d'adhésion qui passera d'abord par un travail en commun et déjà au niveau des secteurs de l'élaboration et d'abord l'inventaire de ce qui existe, mais aussi l'élaboration d'outils qui après seront partagés et pris en charge dans un travail mutuel avec la mairie centrale. Donc je vous propose, on n'est qu'au début du processus, d'adopter cette délibération pour pouvoir après mettre en place d'abord le groupe de travail qui va réfléchir au niveau de la mairie des secteurs, et nous participerons avec ma collègue Léla Bécard, on a déjà été, qui était élue à la citoyenneté, on a participé le 29 mars à une réunion avec les 8 mairies de secteur, dont les mairies de la majorité de l'opposition ont échangé sur ces pratiques-là et ce qu'il était possible de faire. Voilà, donc je vous propose de voter favorablement ce rapport. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Bernasconi. Oui, vous nous présentez un rapport qui concerne la démocratie des secteurs. Alors permettez-moi de vous faire une petite remarque. Aujourd'hui, pour la séance du conseil d'arrondissement, nous avons reçu nos convocations hors délai. Le délai est de 5 jours francs. Nous avons reçu nos convocations vendredi. Le conseil se tient mardi. Donc nous sommes hors les clous, nous sommes hors les règles. Ce n'est pas la première fois que l'on entend ici des choses qui sont pas tout à fait, qui ne se rapportent pas tout à fait à la réalité, mais il y a cette manière, c'est normal, ça fait partie du jeu politique de vouloir réécrire l'histoire ou de vouloir imaginer que tout avant était tellement si mal fait que heureusement que le printemps marseillais est arrivé à Marseille. On l'a vu encore il y a quelques jours. Mais pour autant, je m'étonne de votre insistance sur le fait démocratique et sur ces écarts qui font que, à la fois, la commission n'est pas arrivée, la convocation n'est pas arrivée à temps. Alors, je ne sais pas ce que vous allez me répondre, mais vous allez encore trouver, j'imagine, une bonne raison. Mais moi, je vous ai apporté, si vous le souhaitez, s'il y en a besoin, je vous ai apporté tous les textes qui disent bien que le 5 jours francs, le décompté des jours francs, exclut le jour d'arrivée. Enfin bref, je vais pas aller plus loin parce que je sais que tout ça va faire l'objet d'une réponse qui sera bien imaginée. Bon, il n'en reste pas moins. Les convocations ne sont pas arrivées. Attends, les commissions sont tenues la veille. La veille du conseil, vous tenez les commissions, ce qui vous imaginez quand même quand il s'agit d'un conseil avec un budget, avec un compte d'exécution, ça laisse peu de temps à l'opposition, mais le temps nous l'avons pris, il n'y a pas de souci, mais ça laisse peu de temps. Donc ce n'est pas un esprit totalement ouvert, totalement démocratique. Alors il peut y avoir des rapports pompeux, mais moi j'ai quand même le sentiment que vous accordez que peu de considération à ce conseil d'arrondissement. Donc, les prochaines séances, eh bien,
elles seront pour nous d'une vigilance tout à fait précise, dans le sens où, si jamais la prochaine fois nous ne sommes pas considérés à notre juste place, celle qui nous permet une expression dans notre opposition, eh bien, nous n'assisterons pas à ces conseils d'arrondissement qui méprisent, je le dis, la démocratie de territoire. Je sais que les conseils d'arrondissement sont un grand théâtre ici. Je sais que vous répétez les séances du conseil d'arrondissement, mais il reste quand même ce mépris des règles. Et ce mépris des règles, nous l'avons encore vu, et là je vais rejoindre Madame Parodi, avec la présence, pardon, mais je ne vous ai pas entendu exprimer votre colère, donc moi ça me met en colère, mais vous n'exprimez pas votre colère contre des élus du 1-7 qui participent à ce carnaval de la honte. C'est incroyable. La directrice de cabinet participant au carnaval de la honte. Les élus, des élus qui, avant le carnaval, postent sur leur Facebook des appels à venir participer à ce carnaval, avec 6500 personnes qui sont dans les rues au mépris de toutes les règles sanitaires. Et vous osez nous dire que vous exprimez une colère, mais contre qui ? Contre ce que vous êtes en train de faire, Madame Bernasconi, oui. Je pense qu'il y a de quoi se mettre en colère, comme à chaque séance. Qui en ont marre aujourd'hui de vivre dans des manières contraintes et à qui on dit des élus de la République qui les incitent à venir dans la rue participer à quelque chose qui n'est pas, comment je peux dire, en cohérence avec le moment dans lequel on se trouve. Et moi, je veux remercier tous les Marseillais, tous ceux de nos concitoyens qui font des efforts pour respecter les règles. C'est un effort pour tous de respecter les règles. Alors quand des élus de la République se mettent à ne pas les respecter, à les bafouer, eh bien oui, moi, ça me met en colère. Et je ne vois pas ce que je suis en train de faire, si ce n'est que d'exprimer la réalité. Voilà, je pense que notre ville, elle le mérite mieux que ce pitoyable spectacle. C'est un spectacle ici qui est donné. J'entends sans arrêt, on y reviendra, je me retiens parce que ce n'est pas ma nature, vous voyez, de lever la main ou de m'exprimer à chaque fois qu'il y a ici des faux-semblants, des écarts de vérité, des attaques injustifiées contre la mairie précédente, qui n'a pas tout bien fait, évidemment, mais on en reparlera. Alors, pourquoi cette attitude ? Pourquoi cette attitude ? Pour quelles raisons nous sommes bafoués dans notre expression démocratique ? Pour quelles raisons les élus de cette majorité, certains, pas tous heureusement, bafouent les règles de la République ? Pour quelles raisons cela ? Ce n'est pas ça qui vous a mis en colère ? Je me pose la question. Alors voilà, une dernière fois, merci. Merci à l'écrasante majorité de tous les Marseillais qui participent dignement à l'effort collectif. Les relevés effectués par nos marins-pompiers, vous l'avez évoqué, sur les eaux usées, montraient évidemment une aggravation. Moi, je souhaite que, évidemment, tout cela n'ait pas de lien avec ce carnaval. De toute façon, qu'il y ait un lien ou pas, c'est inadmissible de voir qu'il y a une caution de la mairie des 1-7 à l'organisation de ce carnaval qui restera longtemps dans les mémoires comme le carnaval de la honte. Voilà, alors Madame Bernasconi, une fois de plus, effectivement, je vais vous répondre sur un petit, manifestement, problème que vous avez effectivement dans ce que vous dites, parce que le délai légal d'envoi des convocations est bien de 15 jours format papier. Donc ça fait 30 moins 15 égale 15 mars. Les convocations ont été envoyées le 10 mars par la Poste. Je me souviens avoir signé le parapheur au début du mois de mars, lettre par lettre, Madame Bernasconi. Donc à un moment donné, il va falloir que je fasse quoi ? Que je tweete au moment, avec une photo, au moment où j'envoie les convocations. Si vous voulez, je fais ça la prochaine fois, en fait. C'est pas parce que vous signez qu'elles sont envoyées immédiatement. Alors, voilà.
Ah, d'accord. Voilà. C'est une attaque basse sur le personnel de la mairie du premier secteur. Vous avez l'air de... Ils apprécieront. J'ai pas l'habitude de couper la Vous parole. avez l'air de pardon, vous y allez-y. connaître. Vous C'est pas avez dans l'air ma de vous y nature. connaître. En tout cas, elles sont parties le 10 mars. Voilà, et j'ai bien pris soin, nous avons bien pris soin de les envoyer à temps. Donc, je dément cette information et je dément. Voilà, ah bah tiens, voilà. Voilà, là, j'ai une lettre postée de la mairie du 1-7. Merci Enzo. Alors, j'espère que vous n'allez pas croire qu'on convoque nos élus. Voilà, parce que là, j'ai une lettre adressée à M. Enzo Branca, affranchi du 11 mars, pour le conseil d'arrondissement. Voilà. Alors, je suis désolée. Peut-être vous pourriez retrouver l'enveloppe. Voilà, parce qu'on en est là. Merci Enzo. C'était pas prévu, vous voyez. Et si vous pouviez ne pas... je n'avais pas prévu ce point organiser. Bah oui, vous voyez, comme voilà. c'était tellement pas prévu voilà. qu'il avait l'enveloppe de convocation dans la poche depuis 15 jours. C'était tellement pas prévu. Allez. Non. Mais en revanche, nous apprécierions, s'il vous plaît, pour être sérieux, ça fait du bien quand même. Nous apprécierions que les commissions ne puissent pas être quand même tenues la veille, parce qu'il y a des personnes qui travaillent, qui sont très occupées. Voilà. Ça devient très compliqué. Alors évidemment que le travail, il est fait, parce que nous, quand nous avons un devoir, eh bien, nous y plions. Mais la réalité, c'est que vous pourriez un peu faciliter le travail de l'opposition dans un esprit de démocratie de territoire. Tout le monde est traité de la même manière, Madame Bernasconi. Et mes élus ne reçoivent pas plutôt que vous les rapports. Envoyé les convocations il y a 15 jours, les commissions auraient pu être tenues aussi un peu à l'avance. Allez, ça va se faire, je le sais, on a tous envie de participer à des débats qui soient des débats constructifs et tournés vers l'avenir. Mais enfin, quand même, ça méritait cette demande parce qu'on a été un peu embêtés. Voyez. Voilà. Donc les commissions, je tiens à le dire, c'est le même traitement pour tout le monde, effectivement. J'annonce quand même en fait que nous avons dû bouleverser le calendrier. Les conseils municipaux se tiendront maintenant les vendredis. Donc ça nous fait faire effectivement des calendriers différents de ceux qu'on avait jusqu'à maintenant. Il n'empêche que tout le monde est traité à la même enseigne. Pour ceux qui étaient, justement, je vois M. Pellicani lever la main, mais je sais que la mairie centrale, quand même, par rapport à avant, fait beaucoup d'efforts pour limiter les rapports additifs à la dernière minute. Donc, au moins, il y a cet effort-là. Et en tout cas, sachez que tout le monde est traité à égalité sur la découverte des rapports, y compris les élus de ma majorité. Voilà. Oui, non, juste, M. Pellicani. Sur 2 points... puisque je fais partie des vétérans de ce conseil d'arrondissement, je m'en excuse, mais j'étais élu précédent mandat et même mandat d'avant, comme ça c'est dit. Je me rappelle bien qu'on avait des dizaines parfois de rapports additifs qui arrivaient au dernier moment. Concernant ce conseil d'arrondissement et la commission, les gens ont bien reçu les convoques, puisque une élue de l'opposition, Mme Parodi, est même venue et s'est fracturé le bras ce jour-là à la mairie de secteur, ce qui provient qu'elle a reçu le courrier à temps, elle était la seule présente. Voilà, donc je pense que effectivement, vous avez sûrement un problème de courrier et évoquer tout à l'heure que les lettres ne sont sûrement pas parties, même si vous les avez signées. Je le répète, je l'ai dit comme ça spontanément, je le dis là, c'est désobligeant pour le personnel de la mairie du 1-7. Merci. Si vous voulez qu'on en parle du personnel de la mairie du 1-7, je pense qu'il vaudrait mieux que ça reste, cet échange s'arrête là. Je vous disais que je demandais à Mme Camard, dont vous avez mal compris, donc permettez-moi de vous le répéter, je demandais à Mme Camard si elle en était d'accord, que les commissions puissent se tenir au moins 2 jours avant. Voilà, ça laisse du temps à ceux qui travaillent, à ceux qui ont des charges et des contraintes de pouvoir exercer voilà, on les fera le samedi, c'est très bien. En général, on ne travaille pas le samedi, ça évite de poser un jour de congé et ça peut effectivement être une solution compte tenu du changement de calendrier. C'est juste ce que j'étais en train de dire, donc ne mélangez pas. Je vous suis habituée. Voilà, et donc tout dépendra du délai de transmission des documents en question. Donc on va réétudier ça, mais franchement, on fait du mieux possible par rapport au délai de transmission des documents et des commissions. Voilà. Donc j'ai oublié de dire aussi quand même, parce que je trouve que vous avez eu des mots assez durs vis-à-vis de nous, qu'il n'y a aucun délinquant ni aucun criminel dans ce conseil d'arrondissement et je ne peux pas tolérer ce genre d'exploitation politicienne.
Voilà. Ben non, je ne peux pas laisser dire que vous avez dit qu'il y a... Voilà. J'ai Ça pas dit qu'il y a suffit, des Madame délinquants. Bernasconi, ça suffit. Mais ça ça suffit. Vous Je pouvez pas passe dire au ça. vote sur le rapport numéro Non. 12. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Abstention. Abstention de Madame Parodi. Avis favorable du conseil d'arrondissement sur ce rapport numéro 12. Le rapport numéro 13, Monsieur Pellicani. Alors, on va encore parler de démocratie participative. Vous avez voté, un président du conseil d'arrondissement, la remise en place de l'article 16 de la loi Paris-Lyon-Marseille nous autorise à faire, c'est-à-dire les SICA. Une fois qu'on a mis en place le SICA avec 13 ateliers, on a sollicité l'ensemble des associations et c'est un travail laborieux parce que chaque association doit fournir ses statuts, son bureau, un récépissé et remplir un formulaire pour pouvoir participer aux travaux. C'est chose faite pour plus de 60 d'entre eux. Donc nous allons adopter aujourd'hui une première liste d'associations qui ont désigné leurs représentants, notamment les présidents en général, pour travailler aux ateliers du SICA. Et c'est une liste qui n'est pas close, puisque le service de la démocratie participative, qui n'existait pas avant, qui a été mis en place, va continuer à travailler. Et nous aurons à chaque fois c'est nécessaire, un rajout d'associations, mais aussi peut-être des retraits, puisque ce n'est pas une adhésion à vitam aeternam. Les gens peuvent décider d'arrêter s'ils ne trouvent pas d'intérêt. C'est une adhésion volontaire, il n'y a pas de cotisation. Et comme ça, nous allons commencer à travailler dans les ateliers qui vont se réunir avec les moyens de donner à la parole aux gens qui vont se réunir pour travailler à des projets qui après seront présentés ici au conseil d'arrondissement, comme on a pu le faire par le passé. Voilà, donc Madame la maire, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre, mais on peut peut-être passer au vote. Merci, Monsieur Pellicani. Madame Bernasconi. Oui, je voudrais juste vous lire un article L2 21-21-12 du Code général des collectivités territoriales qui nous rappelle que l'ordre du jour des convocations au Conseil des communes est fixé à 5 jours francs pour les communes. Donc, il doit y avoir 2 convocations. Et donc, mais non, il nous en manquera encore une. Et par contre, du coup, il y a là donc peut-être des incompréhensions sur la lecture du Code des collectivités. Je vous propose de ne pas donc vous nous proposez de l'envoyer plus tard, alors. Aller plus loin, mais je vous propose quand même qu'on relise ensemble dans un moment, on va dire, de travail commun, ce code pour qu'on l'interprète tous de la même manière. Et comme ça, il n'y aura pas de problème, parce que moi, j'ai apporté effectivement les articles. Donc 20 jours avant, c'est trop tôt, si je comprends bien. On peut revenir au rapport. Est-ce que vous avez un avis sur la délibération qu'on va voter sur le SICA? Eh bien, c'est bien de la démocratie. On parle bien de démocratie représentative, participative, je vous sortirai vos convocations, voilà. madame. Donc, sur le SICA, bien évidemment, nous voterons favorablement. Merci. Voilà. Voilà. Et c'est thématique, quand même, un débat. Oui, oui. Alors, je passe au vote. Je crois que je n'ai pas passé au vote. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? On est sur le SICA. Oui, le rapport numéro 13. Moi, je vais m'abstenir. Merci. Donc, voilà, avis favorable du conseil d'arrondissement. Rapport numéro 14. Donc, il s'agit de la nouvelle organisation du nettoyage, de l'ouverture et de la fermeture des parcs et jardins de la mairie de secteur, donc qui vous a été présenté tout à l'heure dans la vidéo, mais je le redis en tant que rapporteur. Donc, nous mettons en place, en fait, sur les parcs et jardins enclos, on appelle ça, c'est-à-dire ceux qui ont des barrières et qui peuvent se fermer, de la mairie de secteur, des horaires beaucoup plus clairs d'ouverture et de fermeture, ainsi qu'un dispositif de nettoyage afférent avec des renforts humains supplémentaires. Donc les parcs et jardins enclos concernés sont le square Labadier, le jardin du Baignoire, alors le square des Petites Maries qui était déjà ouvert, mais qu'il faut rajouter à la liste. Et dans le 7e arrondissement, cela concerne le jardin de Benedetti, le square Berthier-Albrecht, le jardin de l'hôtel de l'Abbaye. Je profite de cette délibération pour dire que toutes nos demandes de travaux urgents dans les parcs et jardins de la mairie de secteur ont été acceptées. Des changements de portail, des travaux de sécurité, des aménagements paysagers sur différents parcs pour un total de 175 000 €. Donc ça pourra concerner Berthier-Albrecht, le jardin Saint-Nicolas, un
un aménagement paysager au jardin du commandant Lamy qui n'est pas encore transféré mais qui pourrait l'être par la suite, etc. Je pense qu'on suivra ça en cours d'année, en parallèle de cette délibération. Merci. Madame Bernasconi. Oui, je rebondis sur vos propos puisque nous avons déjà évoqué cette question de l'état des jardins dans notre mairie et j'avais alors pointé du doigt cette décision que vous aviez eue de vider, c'est comme ça que je l'avais interprété en tout cas, la brigade de proximité de son personnel. Donc effectivement, vous m'aviez répondu que quand vous étiez arrivé, il n'y avait plus que 5 vacataires, mais je vous rappelle qu'il s'agissait du mois d'août et qu'en réalité, les vacataires étaient dans cette brigade de proximité que j'ai créée à titre expérimental et qui rend de fort service aux personnes au quotidien, aux familles de notre secteur, eh bien, cette brigade tourne en général avec 15 vacataires et que c'est avec ce nombre-là de personnel que cette brigade tournait et qu'elle pouvait agir avec efficacité sur nos 2 arrondissements notamment. Alors, aujourd'hui, je prends acte que vous avez décidé d'augmenter l'effectif de cette brigade et je m'en réjouis. Et donc, eh bien, de ce point de vue, nous sommes tout à fait en adéquation avec votre décision. Mais pour autant, sur la question de la proximité, moi j'avais une question, du coup, qui ne concerne pas la brigade, mais qui concerne le bureau municipal de proximité de Saint-Georges. C'est un bureau sur lequel il y a une affiche qui explique qu'il est fermé. Des rumeurs nous expliquent qu'il est... Enfin, des rumeurs ou des discussions avec certains élus, je n'ai pas tout compris, donc je vais dire des rumeurs. C'est les habitants qui me rapportent cela, qui me rapportent leur inquiétude de voir ce bureau définitivement fermé. C'est ce qu'on leur aurait dit à la mairie d'Éinsett. Alors, ce bureau de proximité, il est forcément précieux. On y fait des cartes d'identité. En ce moment, on peut même s'y inscrire pour les prochaines élections sur les listes électorales. Bref, tous les jours, on a un intérêt à aller, quand on habite dans un arrondissement, à aller trouver son bureau de proximité et on nous annonce une fermeture définitive. Alors je sais que ce n'est pas parce que je me suis renseignée à cause des travaux de façade de Saint-Georges, donc en réalité je me dis que peut-être il y a une idée de remplacement de ce bureau. Est-ce que vous pouvez me dire quand va réouvrir le bureau de proximité du 7e arrondissement? Alors, j'ai bien compris qu'il s'agit là d'une compétence de la mairie centrale, attention, mais un maire de secteur doit savoir évidemment ce qui se passe sur son secteur ou en tout cas représenter ses habitants pour faire cette demande. Moi, je voudrais juste savoir quand est-ce que ce bureau va réouvrir dans le 7e. Et s'il est déménagé, ce n'est pas très grave, mais donnez-nous l'adresse parce qu'il y a un fort besoin. Et aujourd'hui, les habitants du 7e eh bien, sont orphelins de ce bureau municipal de proximité qu'il faudrait réouvrir au plus vite. Je donne la parole à mon adjointe Leïla Bécard. Merci Madame Bernasconi de vous préoccuper donc des habitants et des remontées des habitants du 7e qui nous saisissent également et à qui j'ai pu répondre à plusieurs reprises sur la fermeture du bureau Saint-Georges. Vous n'ignorez pas donc la situation sanitaire. C'est à ce titre-là que pour l'instant ce bureau est fermé. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est à ce titre-là que ce bureau est pour l'instant fermé provisoirement. Nous invitons donc à chaque fois les usagers à utiliser les autres bureaux de proximité, soit via Allo Mairie, soit sur le site de la mairie où on peut télécharger tous les documents nécessaires et prendre des rendez-vous sur n'importe quel bureau de proximité. Évidemment, nous prêterons attention à ce bureau et à la réouverture de ce bureau dans des délais qui seront appropriés et en fonction des circonstances sanitaires actuelles. Merci. Donc, ils doivent aller où, les habitants du 7e, s'il vous plaît, le bureau le plus proche? Dans toute la ville, dans tous les autres bureaux. Dans toute la ville, donc, dans toute la ville, les bureaux sont ouverts et les pauvres habitants du 7e, non, allez-y, pas que traverser les rues et ça fait du bien là. D'autres bureaux de proximité.
Bien. Absolument pas. Il y a beaucoup de Allez. bureaux fermés, des arrondissements entiers fermés sur Marseille à cause des problèmes Bien sûr, il n'y a pas que dans le 7e qu'il y a des problèmes. Dans le 15e, c'est carrément fermé entièrement. Voilà. Et d'autres Malheureusement d'ailleurs. Enfin, c'est quand même regrettable que notre mairie de secteur ne sache pas nous dire où nous devons aller, nous habitants du 7e, Mais pour on vient faire vous répondre, les madame, opérations liées au bureau proximité. Bon, il faut appeler c'est pas Allô très Marseille. grave. On a bien compris que la proximité, c'est pas totalement l'ADN de cette mairie Excusez-moi, de Madame secteur. Mosconi, il faut appeler Allô Marseille et c'est eux qui vous donnent rendez-vous selon les disponibilités dans les bureaux de proximité dans toute la ville. Il faut savoir que les gens, même du Nord, se déplacent dans le Sud ou dans le Centre, inversement, donc, parce qu'on est bloqué par la problématique liée à la situation sanitaire. Et c'est pour le bien-être de tout le monde et la santé de tout le monde, tous les Marseillais. Les plus proches, c'est Vauban. Sophie, allez sur Google Maps. Allez, je passe au vote sur le rapport numéro 14. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Avis favorable unanime sur le rapport numéro 14. Je passe la parole à Madame Bordet pour le rapport numéro 15. Merci Madame la maire. Donc ce rapport concerne la rénovation de la toiture de la Bourse du Travail et intervient bien dans le cadre de la valorisation et protection du patrimoine municipal, puisque c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Marseille et qui est par ailleurs un édifice remarquable. Ces travaux concernent essentiellement la toiture très vétuste et qui a été éprouvée par les dernières intempéries. Cette toiture doit être réparée rapidement. Il y a une question de sécurité très importante. Ces travaux induisent, enfin, il y aura également des travaux induits dans de faux plafonds, électricité et peinture. Et enfin, est prévue également une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont été estimés à hauteur de 600 000 € par les services de la ville. Pour le financement, des subventions seront sollicitées, le solde sera à la charge de la ville. Donc en synthèse, cette délibération proposée se situe vraiment dans le cadre de l'entretien, de la valorisation de notre patrimoine, et ceci, concernant ce bâtiment, de manière rapide, car la dégradation du toit est importante et dangereuse, il faut agir vite. La commission a donné un avis favorable à ces travaux qui sont indispensables. Merci Madame Bordet. Je prends les interventions. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Ok, avis favorable unanime. Le rapport numéro 16, Madame Bordet. Alors, je reprends le micro. Alors, ce rapport concerne la campagne de ravalement des façades, mais qui n'est pas un rapport technique au sens des dernières délibérations votées. Effectivement, lors des 2 dernières commissions, je vous ai présenté les périmètres d'obligation de ravalement avec les rues concernées, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, celle du 1er et du 7e. Le contrat d'indemnisation promis aux propriétaires dans ce plan de ravalement qui a été mis en place par la municipalité depuis 2012. Et nous avons validé lors des 2 précédents conseils ce contrat qui portait sur certaines de nos rues et donc dans nos arrondissements. Aujourd'hui, la délibération que nous allons étudier, elle porte sur l'approbation de l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux propriétaires privés. Il s'agit bien du même programme, mais le montant initial affecté de 20 millions € est quasi affecté alors que le plan engagé n'est pas achevé et que les demandes continuent d'arriver. Aussi, pour respecter le contrat engagé, une demande d'augmentation d'un montant de 5 millions € est nécessaire et portera la dotation globale du dispositif à 25 millions € au lieu de 20 millions € prévus initialement. Je rappelle, pour être bien clair, que la ville, au final, ne portera ce dispositif de financement qu'à hauteur de 20%. Le reste, à savoir 80%, est financé par le département et reversé à la ville une fois les travaux réalisés et validés. Merci Madame Bordet. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Non. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 17. Merci Madame la maire. Le rapport numéro 17 concerne le versement de subventions au titre de la concession Grand Centre-Ville, concession d'aménagement consentie à la Soleam. Et à l'intérieur de cette concession, l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, multisite renouvellement urbain. Cette opération programmée, on a déjà passé un certain nombre de dossiers de subvention dans ce cadre-là, a pour but d'aider les propriétaires à réhabiliter un certain nombre de parties communes, principalement dans les logements,
d'aider le redressement de copropriétés dégradées, une vingtaine, et le traitement de logements, de 132 logements en partie privative et 42 en sortie de vacances. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un montant de subvention global sur 3 immeubles pour un montant de 33 676 €, correspondant à 3 adresses dans le 1er arrondissement, le 6-8 rue Lully, le 46 rue d'Aix et le 30 rue Sénac. Ces 3 adresses faisant l'objet de travaux de réhabilitation des parties communes, sachant que ces subventions seront versées au syndic qui les reversera, au prorata bien sûr, aux propriétaires. Je prends des questions. Non. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Je tiens à faire noter que je ne prends pas part au vote sur cette délibération. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Monsieur Pellicani pour le rapport numéro 18. Oui, Madame le maire, chers collègues, c'est avec émotion que je vais présenter cette proposition, ce rapport de changement de dénomination du CMA d'Hélice, 6-12 rue d'Hélice dans le 7e arrondissement. Historiquement, le bâtiment appartenait à l'origine aux Amis de l'instruction laïque, dit Ayal d'Andoum, catalan. Pour mémoire, le terrain a été après confié, transféré à la mairie de Marseille, qui en a, au fil des années, restructuré l'ensemble des bâtiments pour avoir l'équipement de grande qualité qu'on a aujourd'hui. Mais cet équipement a reçu, depuis des décennies, l'association des Ayel est restée à la fois gestionnaire pendant longtemps et puis acteur de ce lieu. Et elle a été présidée par près de 50 ans par Louis Battinelli, qui nous a quittés cette année, en début d'année. Je rappelle que les Amis de l'instruction laïque, c'est une association de mouvements d'éducation populaire très importante, au même titre que celles qui ont été citées dans d'autres rapports aujourd'hui. Cette association a une vie riche et dense dans le 7e arrondissement. Et on peut dire que M. Battinelli, tout au long de ces 50 dernières années, a présidé cette association, mais aussi a apporté son savoir-faire, son enthousiasme. Il a été aussi un des acteurs de toutes les réunions publiques qui étaient organisées dans le 7e arrondissement. Et sa première carte de sportif, d'adhésion de licence sportive, il avait pris en 1946. La plupart d'entre nous n'étions pas nés. Et donc, on voit bien l'attachement qu'il avait lui-même à ce lieu, puisqu'il était autant attaché à sa famille qu'à ce lieu. Et je crois qu'il est important pour nous, en lui rendant hommage et en donnant une nouvelle dénomination au lieu, c'est de montrer que l'engagement bénévole, militant associatif est très important pour nos quartiers. On parle toujours du travail, du vivre ensemble, on parle de choses. Ça passe par des actes concrets et par du quotidien. Et que certains acteurs locaux, modestement, puisque je n'ai pas connu d'engagement marqué là, au niveau de passer outre, d'aller vers le terrain du politique pour être candidat, par exemple, mais c'est un citoyen qui a participé à la vie locale de manière pugnace. Je pense que sa famille peut être fière de lui, et il y tenait beaucoup à sa famille, mais en même temps, il avait un attachement pour ce lieu qui m'a adressé une lettre dans les derniers instants de sa vie, où il rappelait presque comme un testament ce qu'il fallait ne pas oublier pour préserver ce lieu. C'est fabuleux. Quelqu'un qui, jusqu'au bout, a eu un attachement. Donc, je vous propose, Madame la maire, chers collègues, de changer la dénomination du sèche de CMA d'Hélice par Espace Louis Battinelli CMA d'Hélice, parce qu'il faut quand même garder, ça restera un CMA, mais ça devient un lieu qui a une dénomination humaine et qui rappelle le lien fort qu'il peut y avoir entre les habitants et le quartier et les gens qui l'animent. Voilà. Donc, je vous repasse la parole. Oui, je voulais juste saluer la famille de M. Battinelli qui assiste exceptionnellement à ce conseil d'arrondissement. Voilà. Je prends les interventions. Madame Bernasconi. Oui, c'est avec une grande tristesse pour nous également et une profonde émotion que nous avons tous vécu la disparition de Louis le mois de décembre dernier. Figure incontournable du 7e arrondissement, Louis était le président des Ayel, vous l'avez dit. Vous avez dit également, Monsieur Pellicani, que Louis avait pris sa première licence en 1946. Je peux ajouter, il avait 7 ans
à l'époque. Donc vraiment, un enfant de notre quartier. En décembre 2017, j'avais eu l'honneur et le plaisir de lui remettre la médaille d'or de la jeunesse des sports pour saluer son engagement en faveur des jeunes. Louis, c'était un homme passionné qui a donné sa vie à l'éducation populaire. Sa famille est grande, sa famille est exemplaire, unie. Elle continue avec fierté à porter les valeurs de fraternité, d'entraide et d'amitié qui nous sont chères. Alors, ma chère Annie, ma chère Véronique, les enfants du 7e n'oublieront jamais Louis. Jamais. Et aujourd'hui, avec cet espace qui sera renommé, je pense qu'il en aurait été fier, il en aurait été heureux. Aujourd'hui, c'est nous tous qui partageons cette fierté et ce bonheur de voir cet esprit perpétué maintenant pour les prochaines générations de nos enfants du 7e. Alors, vous savez, je vous l'ai dit quand on s'est vu la dernière fois, on est fiers, on est heureux d'avoir un peu d'esprit de Louis Battinelli dans notre esprit. C'est un héritage commun qu'il nous a donné à nous, les enfants du 7e. Voilà, juste pour vérifier, c'est bien le 5 février 2021 qu'il est décédé et pas en décembre. C'est l'émotion, je pense que c'est l'émotion. D'accord. Ah oui, c'est où? Allons. Allez, nous partageons tous cet hommage, pas de polémique. Voilà, je passe au vote sur cette délibération. Y a-t-il des avis défavorables? Je ne pense pas. Des abstentions? Donc, voilà, avis favorable, unanime, mesdames, en hommage à Monsieur Battinelli, qui portera désormais le nom du CMA Biennis. Alors, je passe au rapport numéro 19, qui est toujours un sujet un petit peu aride, puisque ce sont les comptes d'exécution de l'arrondissement. Donc, je vais essayer d'être pédagogue. Le budget de fonctionnement 2020 était de 1,3 million. J'arrondis les chiffres. Et le budget d'investissement était d'un peu plus de 150 000 €. Comme je vous l'avais déjà expliqué, on rajoute à ce budget, même si on ne peut pas les consommer d'un seul coup, les crédits qui n'ont pas été consommés les années précédentes. Et nous avons donc dans le 1.7 une situation où, en réalité, en fonctionnement, si vous prenez l'article 2 de la délibération, c'est ce qui explique cela, vous trouvez l'addition du budget de l'année et des reports des années précédentes, ce qui fait un fonctionnement possible de 2,7 millions et de l'investissement possible à hauteur de 558 000 €, ce qui est très important. Il n'empêche que sur l'exercice 2020, le budget n'a pas été consommé dans son entièreté pour des raisons d'élection, pour des raisons de Covid. Il y a beaucoup de prestations d'animation, d'alimentation, d'événementiel qui n'ont tout simplement pas pu être consommées. Et donc, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à un petit peu moins d'1 million € sur le 1,3 million qui était affecté, sachant que dans les 300 000 € qu'il restait, il y a eu la moitié de ces 300 000 € en report à nouveau pour financer néanmoins des actions qui étaient en cours à la clôture et qui pouvaient donc se dérouler en tout début d'année. Voilà. Au niveau de l'investissement, par contre, l'enveloppe annuelle a été globalement consommée à 10 000 € près, mais il y a là aussi beaucoup de crédits à consommer. Voilà ce que je peux vous dire sur ce compte d'exécution d'arrondissement. Bien évidemment, pour nous, ce n'est pas une situation normale ni satisfaisante.
On doit consommer son budget, on est en mesure même de le dépasser un petit peu chaque année. On n'a pas le droit de consommer d'un seul coup, je vous le rappelle, toutes les réserves parce que ça ferait des comptes insincères. Mais en tout cas, il nous tarde pour nous de reprendre l'activité normale. On sait à quel point on est attendu dans beaucoup de domaines, les sports, la culture, l'animation jeunesse, la démocratie participative. Donc on a beaucoup à faire pour que ce budget soit consommé comme il se doit. Je vais laisser la place au débat et je crois que le protocole fait que je devrais sortir au moment du vote et donc je laisserai la présidence de séance à Christian Pellicani. Je prends des interventions. S'il n'y en a pas, je sors. Non, mais Madame Scomasconi, alors je veux dire, non, laisse tomber. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Donc je vais passer au vote. Madame Fréchel, vous voulez parler? Non, il y a un principe au vote. Donc je vais vous poser la question. Qui est contre Qui est contre? Pardon. Il me semble que, étant donné que Madame Camard est sortie sur le budget 2020, Madame Bernasconi, qui était maire sur la première partie du budget 2020, doit s'abstenir également de participer au vote. Moi, je n'ai pas d'informations permettant d'attester cette chose-là. D'accord. Je pense que ce n'est pas la peine, puisque c'est nous qui l'avons clôturé les comptes. Donc, on ne va pas faire d'intervention, Madame Bernasconi. Non, mais je voulais juste dire que de toute façon, nous allons nous abstenir parce que pour la partie, je ne vais pas voter la moitié des dépenses faites, même pas la moitié les 3 mois. C'est un peu compliqué, tout ça. On ne connaît pas bien les règles, elles ne nous ont pas été données, mais j'ai pensé que notre groupe allait s'abstenir tout simplement sur le vote du compte d'exécution. Comme ça vous laisse repartir à zéro. Alors, si vous permettez, on va reprendre le vote. Qui est contre? Contre. Bien, c'est noté. Qui s'abstient? Voilà, donc les 3 de... Voilà, et qui est pour? Levez la main. Voilà, et plus les pouvoirs. Donc le compte est adopté et Madame la maire peut revenir. Voilà. Merci. Je reprends la séance. Alors oui, le rapport numéro 20, c'est la déclinaison en mairie de secteur des commissions permanentes de la mairie centrale qui ont changé de nom et un peu qui ont redécoupé les thématiques. Donc vous avez voilà, la liste des membres de ces commissions. Y a-t-il des remarques particulières, des noms à changer? Non. Y a-t-il des avis défavorables, des abstentions? Donc avis favorable. Le rapport numéro 21, c'est un rapport important pour nous parce que c'était une demande des habitants qu'on connaît et qui nous était remontée. Et donc, je remercie M. Cazzola, qui est le conseiller municipal délégué aux emplacements, qui nous a écoutés et qui nous aide à créer ce marché alimentaire tous les 4e dimanches du mois, de 8h à 13h, sur la place Saint-Victor, dans le 7e arrondissement de Marseille, avec une dizaine d'exposants. Donc, je pense que ça va tout à fait animer la place et répondre à de nombreuses demandes du quartier. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Et merci, et on est très contents de cette avancée. Oui, donc juste une intervention. Nous voterons favorablement à ce rapport. Juste pour savoir, par contre, comment vous allez choisir les exposants? Comment sera la procédure?
C'est géré par le service des emplacements de la mairie centrale. Je pense qu'il y a un certain nombre de demandes. Et à ma connaissance, ils ont dû caler tout simplement le nombre d'exposants, là il y en a 10, sur un certain nombre de recensements de demandes. Moi, c'est ce que j'ai suivi, en tout cas par rapport à ce fonctionnement qui relève du service des emplacements. Madame... Pardon ? Je peux intervenir, oui. Poser une question, voilà. Donc ça faisait partie de mon programme électoral, donc durant les municipales. Je suis très favorable à cette ouverture, mais je me demande, et je vous pose la question, Madame le maire, si on ne pourrait pas élargir, par exemple, à la place du Terrail, notamment comme c'était dans le temps, à mettre quelques petits commerçants là aussi. Je sais qu'au 4 septembre, c'est pas possible. Bah écoutez, nous, on va s'engager dans un peu la concertation là-dessus. À chaque fois, c'est toujours un petit peu... Il faut quand même prendre le temps de vérifier les demandes des habitants, se concerter avec les commerçants, regarder les soucis de stationnement et les solutions. Donc, je dirais qu'on commence par celui-ci. On n'est pas hostile à aller plus loin. Je trouve on est tous d'accord qu'on manque de marché quand même dans cette ville, notamment dans le 7e, qui est un quartier assez résidentiel. Et je trouve que ça se prête bien sur des petites places comme celle-ci. Donc, je vous dirais que ça peut être à l'étude. On va regarder tout ça. Okay. Merci, Madame le maire. Je termine cette énumération par le rapport numéro 22, Monsieur Mancinelli. Merci. Le rapport 22 propose de pouvoir offrir gratuitement en 2021 dans chaque mairie des secteurs des initiations sportives gratuites, mixtes, ouverte à toutes et à tous dans les parcs, les places, les structures sportives, les centres sportifs de la ville. Cette offre de proximité continuera de se faire de manière complémentaire à celle déjà proposée par la ville, par la municipalité centrale. Merci, Monsieur Mancinelli. Y a-t-il des avis défavorables, des abstentions ? Non, avis favorable. Je ne lève pas tout de suite la séance. Vous savez que j'ai une remise d'écharpe pour Madame Philippi. Je crois que nous avons terminé la séance. Je vous remercie pour votre participation et je lève la séance. Merci à vous.